Nos réguliers et partisans de mythos, ce sont dames le paysan des vieilles provinces ou de la plaine des Joncs. En 1947 et au premier semestre 1948, le Viet Minh détient l'initiative. La protection statique du convoi de Vinh Long mobilise de gros moyens et il faut en même temps patrouiller de part et d'autre de la RC-16. De plus, les abords du tandem route-voie ferrée doivent être régulièrement débroussaillés. Souvent, des opérations sont montées pour se donner de l'air entre Mekong et Vaiko. En période de mousson, la rizière inondée ralentit la marche. Les jambes sont lourdes à extraire de la glaise et chacun devient une proie facile pour les sangsues comme pour les Viettes, qui ont eu tout loisir de se mettre en embuscade. Pour des autochtones élevés dans l'eau, la traversée des Racs n'est pas un obstacle. Ils sont à l'aise aussi bien sur un pont de singe que sous l'eau, ce qui sauvera certains voltigeurs, accueillis par un feu nourri lors de l'arrivée au bord d'un rack, qui plongeait pour disparaître jusqu'à l'arrivée à l'abri de la levée de terre opposée. On a donc tout intérêt d'observer attentivement la rive d'en face avant de se découvrir. Le général de la Tour décide donc de l'implantation de tours kilométriques pour renforcer la surveillance de la RC-16. Fin août, ma section est ainsi placée en protection d'un chantier de construction dépendant du poste de Noneuil. La tour d'Ap Tan Bin, sur la route de Taniep, sera une sentinelle en bordure de la plaine des Joncs, dans une zone de fourrés de bambous difficilement pénétrable que les bandes peuvent traverser sans être repérées. Ma section patrouille depuis une semaine et nos hommes, paysans du cru, ont pu établir des contacts avec une population pourtant sous emprise viette. De bonnes prises ont permis de se faire une idée plus précise de la situation. Des sampans ont été récupérés et aussi des tenues locales et le réseau de canaux repéré. Le 26 à 2 heures, la section part en direction du nord-ouest. Plus au sud, le reste du commando remontera à partir de Longdine. À 6 heures, le sampan de tête est ailé par des guetteurs armés de couteaux. Des palabres permettent le débarquement des premiers voltigeurs qui abattent les Viettes. La progression reprend à pied le long des berges. 3 FM se dévoilent ainsi que des Japonais. Le choc est rude, mais finalement les ennemis décrochent au lever du jour en direction du nord. Les locaux, partant vers le sud, seront cueillis par le reste du commando qui rejoint. La radio, défaillante, ne permettra de faire appel au canon de Taniep que lorsque les Viettes seront hors de portée. Pour un tué ami, les Viettes en laisseront 13 sur le terrain. Le bilan aurait pu être meilleur si l'armement de la section avait comporté davantage de PM. Un sampan de luxe contenant les effets personnels de Nguyen Huc Xuyen, commandant le TD-105, un étendard d'honneur et sa sacoche personnelle pleine de documents précieux permettra de parer à des trahisons de poste entre autres. Il avait commis l'erreur de se trouver en tête de dispositif. On a appris ce jour-là que les Tchoulouks avaient l'ordre écrit de fuir en cas de surprise. En 1949, le commando disposera de 3 ports de sampans qui pareront à tout risque d'embuscade et permettront de rayonner sur toute la zone de canaux jusqu'à l'Arroyo commercial. Désormais, l'initiative a changé de camp. Sur route, il arrivera qu'un groupe en tenue locale utilise car chinois, boîte d'allumettes ou tac-à-tac pour surprendre un poste de contrôle viette sur la route. Mi-49, la structure du commando est définitive avec 3 sections de voltigeurs, l'armement renforcé en PM, grâce souvent au cadeau des Viettes, et même carabine US, et une section lourde. Avec ces charges, la traversée des Racs est toujours un problème pour la section qui a souvent besoin de recourir aux sampans. Un groupe de combat transporte 1200 cartouches de Sten, 3000 de fusils, 10 à 20 grenades et 20 obus VB. Les voltigeurs sont équipés d'un plastron de 8 chargeurs de PM. Les mortiers
dispose de 160 coups. Au retour d'opération, le poids se fait sentir, la colonne s'étire, et avant d'embarquer dans les camions, les PIM se rafraîchiront la figure. Le commando est implanté dans la ville. Il dispose d'un cantonnement léger où logent les Européens, 2 officiers compris, en célibataire, avec magasin d'armes, foyer et poste de garde. Si un Européen est enconghaillé, on ira le chercher dardard lors du départ en opération. Les autochtones, y compris les célibataires, logent au camp des mariés, situé de l'autre côté de la rue. Tout le monde est ainsi groupé. L'entretien du camp incombe aux canonniers, encadrés par les sous-officiers vietnamiens. Les matériaux nécessaires sont récupérés lors des corvées de débroussaillage des abords de la RC16 et de la voie ferrée. Poteaux en cocotier, aréquiers et bambous pour l'ossature du toit, palmes d'eau en guise de chaume. Les nouvelles recrues doivent obtenir l'aval des sous-officiers vietnamiens chefs de groupe qui se portent ainsi garants de leur loyalisme et de leur intégration dans le groupe. Le commando, ayant trouvé son style, disposera d'une grande liberté d'action au sein du sous-secteur quand il œuvrera seul. L'heure de départ en opération de commando et le lieu de destination sont tenus secrets jusqu'à l'embarquement dans les camions. Seul l'OR est au courant, l'objectif ayant été défini en commun. Départ par une nuit de clair de lune, par marée haute pour partir du pont du canal, arrivée sur l'Arroyo commercial avant l'aube. 2 AM du premier RSM ouvrent la route et, par poste interposé, les chevaux de frise qui la barrent dès la tombée de la nuit. Les camions, fournis par la batterie de commandement, ainsi que le poste radio et les PIM, roulent phares éteints, l'importance de la colonne ne pouvant donc pas être déterminée. Il est même interdit pendant le transport de fumer, de parler ou faire quelque bruit que ce soit, de porter un vêtement ou objet trop voyant. Au retour, toutes les solutions sont possibles, y compris la marche à pied. Du fait de ce recrutement local, la connaissance du terrain, des coutumes et de la langue permet de déceler les indices qui annoncent un risque et rendent plus prudent. Rares seront les fois où la vigilance des éclaireurs sera mise en défaut. En outre, ils décèlent facilement tout ce qui est suspect et l'interrogatoire des locaux par chacun permet d'obtenir des renseignements immédiatement exploités, soit par le groupe, soit par le commando, selon le risque supposé. L'absence d'habitants incitera bien sûr à redoubler de prudence. La tenue noire des voltigeurs de tête facilitera la confusion. La plaine des Joncs étant sillonnée en permanence par des groupes ou unités viettes, ou encore des sympathisants en sampan, les guetteurs ne tirent pas a priori, mais interpellent d'abord l'arrivant, ce qui les met en situation d'infériorité et les condamne à une mort quasi certaine, si possible à l'arme blanche plus discrète. Les sorties obéiront toujours au même scénario, la règle étant d'arriver sur l'objectif et d'être en position avant le lever du jour, quel que soit le mode d'acheminement, à pied ou en sampan. Début 50, l'objectif sera presque toujours l'Arroyo commercial, creusé initialement pour permettre l'acheminement du riz de l'ouest vers Saïgon. Ces rives sont très couvertes et propices aux surprises, mais les Viettes en feront souvent les frais car ils changent rarement leur dispositif de place. Décembre 1949. Le 15, un raid effectué avec 2 sections sur chacun des canaux A et B aboutit à récupérer des documents qui contiennent le plan d'action Viet du 19 décembre avec enlèvement d'une tour et embuscade contre les blindés, capturer un rallié qui dévoile l'emplacement de la délégation du chef-lieu, de la police d'assaut et du groupe armé Viet, ainsi que du service d'information. On connaît de ce fait toute l'organisation et les noms des agents munis de papiers en règle. Moins d'une semaine plus tard, le commando part en entier de Nonoï à 23 heures, remonte vers le nord par le King Chabung, puis zigzague par divers canaux pour éviter les guetteurs
dont les emplacements avaient été repérés, et arrive à 6 heures, parti au confluent du canal Lacombe, parti à celui du King Lao Tian Ki, A sur la carte, pour encercler la zone repérée. Si tout se passe bien à l'ouest, à l'est, la colonne déclenche les aboiements d'un chien, ce qui donne l'éveil aux guetteurs. Bien qu'alertés, les Viettes, terrorisés, fuiront en abandonnant le terrain et le chien. À noter que les Viettes avaient, à leur époque de gloire, abattu les chiens systématiquement pour se déplacer sans donner l'alerte. Dans leur territoire, ils se sont aperçus que c'étaient les meilleurs guetteurs. Autre remarque, la puissance de feu est essentielle en cas de surprise de ce genre. 3 mois plus tard, une section consommera 3000 cartouches de Sten pour sortir victorieuse de 2 embuscades successives. Le dispositif du commando s'adapte au terrain. En zone dégagée, l'unité s'étale et couvre une large zone. C'est la meilleure garantie contre toute mauvaise rencontre. Le tireur OFM est choisi pour sa stature. On voit la position de tir à la hanche, proche de celle avec un PM. Dans les couverts, l'étalement est aussi grand, les hommes étant très fouineurs, en particulier près des paillotes. Pendant les pauses, quelques-uns grenouillent, pendant que la majorité se repose et observe. Le canal Lacombe, ou son Mito, avait été creusé pour faciliter les communications entre le Mékong et l'Arroyo commercial et régulariser les crues en pleine des joncs. Il était devenu un enjeu vital pour la marine, en vue d'amener nos troupes à pied d'œuvre, mais aussi pour le Viet Minh, désireux de garantir son sanctuaire. LCVP et LCM emmenaient le commando jusqu'au barrage pour le reconnaître en vue de sa destruction. Les Viet étaient toujours au rendez-vous de l'autre côté de l'Arroyo, avec un FM au minimum, plus s'ils avaient été prévenus. La marine réussira un jour à faire sauter le barrage sous la protection du commando, mais la liberté de circulation imposera d'implanter des postes sur l'Arroyo commercial en 1952. Les mêmes engins de la marine permettaient aussi un transport rapide vers le Vaïko occidental, où le commando était appelé en renfort à la limite sud-est de la plaine des Joncs, parfois en commun avec le groupe franc du camarade Guy Daoulas. Le retour s'effectue le plus souvent en camion. Remarquons que, à marée haute, la dunette émerge au-dessus des rives, ce qui n'est pas le cas à marée basse, où le déplacement est donc moins visible de loin. Le commando rendra, trop souvent hélas, les honneurs aux disparus. Le 11 novembre 1948, nous accompagnerons au cimetière Émile Gauchard, tombé dans une embuscade à la limite de Gokong. Les Anamites également ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie. Au total, le cimetière aura besoin d'un agrandissement. Le commando Bergerolles forme une unité soudée. Il dispose de son fanion qui s'orne d'une palme tous les 2 ans. Le 12 septembre 1949 aura lieu la première fête du commando avec l'inauguration du monument aux morts en présence de tout le personnel et des autorités du secteur. Un insigne sera dessiné par le chef Bastiera en 1949 et commandé chez Drago pour être remis à tout le personnel le 18 février 1950 en présence du général Chanson qui décorera de la médaille militaire le maréchal des logis Haye et le brigadier Dang. Après le général Salan en 1952, le général Bondy en 1954 ornera le fanion de sa 3e palme en même temps que de la fourragère. Le commando sera ensuite intégré au régiment de Corée, dont il constituera 2 compagnies, le tout entrant dans la composition du GM10, sacrifié lors de l'opération Atlante. On y entendra pour la dernière fois le « En avant les Bergerolles ».